Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va donc inaugurer cette série de vidéos sur la médecine au Moyen-Âge, en Orient et en Occident, en évoquant le rôle modeste mais essentiel de la médecine hellénistique byzantine et alexandrine, en nous demandant si l'expression « c'était Byzance » peut aussi s'appliquer à la médecine. L'étude de cette période impose un petit rappel historique sur l'Empire romain après la mort de Galien, survenu au début du IIIe siècle. De multiples invasions barbares entraînèrent en effet, à la fin du siècle, la création d'une tétrarchie sous Dioclétien, avec 4 capitales situées près des frontières à défendre. Constantin le Grand réunifia l'Empire et transféra en 330 sa capitale en Orient, sur les ruines de Byzance, qui prit alors le nom de Constantinople. Le nouvel empereur fit de sa capitale une nouvelle Rome, avec un forum, un grand cirque et un palais impérial. Constantin, lui-même converti à la suite de la bataille du pont Milvius, où il eut une vision, et qui se fera d'ailleurs baptiser juste avant de mourir pour être sûr d'être ainsi lavé de ses péchés, accorda la liberté de culte avec l'édit de Milan, qui mit fin aux persécutions des chrétiens. Malgré l'épisode de Julien l'Apostat, ainsi nommé car soucieux de rétablir le polythéisme dans l'Empire romain, allant jusqu'à chercher à exhumer le corps de Jésus, le christianisme se propagea alors dans tout le monde romain, comme le montre cette carte, et devint religion officielle dans l'Empire byzantin. Comme nous l'avons évoqué en introduction, cette christianisation fut la source de modifications en profondeur de la société. L'an 395 correspond à la séparation définitive de l'Empire romain d'Orient avec celui d'Occident. Constantinople devint alors la capitale de l'Empire chrétien d'Orient, ou Empire byzantin, dont Alexandrie faisait partie. Peuplé de citoyens romains, mais de langue grecque, cet empire byzantin fut agrandi par Justinien, avec un territoire s'étendant de l'Italie à la Crimée, en passant par l'Afrique du Nord, l'Égypte et le sud de l'Espagne. Mais il se réduira comme peau de chagrin sous les poussées bulgares, turques et normandes, se résumant à la limite rouge en 1200, puis violette en 1400, c'est-à-dire une partie de la Grèce et de l'Asie mineure, jusqu'à la prise de Constantinople en 1453 par les troupes ottomanes conduites par Mehmet II. Mais en attendant, au siècle de Justinien, après Athènes et Rome, Constantinople, l'ancienne Byzance, et les grandes cités qui en dépendaient comme Alexandrie, était donc le nouveau centre du monde politique, religieux et scientifique. Mais ce nouvel empire se trouva en proie à de nombreux conflits internes, les fameuses querelles byzantines, peu favorables au développement scientifique, conflits surtout religieux entre nestoriens, arianistes, monophytes, jacobites, pauliciens, nicéens, ébionites et d'autres iconoclastes. Constantinople vit aussi la langue grecque plus ou moins rejetée pour les mêmes causes religieuses et politiques et remplacée par d'autres langues comme le copte en Égypte, l'albanais, l'arménien, l'araméen dont le syriaque dont nous allons parler, le phrygien, les dialectes mandéens ou l'hébreu, avec les problèmes de traduction que cela va poser. La décadence intellectuelle de l'Empire byzantin, encore accentuée par la fermeture de l'école néoplatonicienne d'Athènes par Justinien en 529, ne fit alors que s'accentuer, d'autant que Alexandrie, la capitale scientifique de l'Empire, certes déjà en perte de vitesse, fut conquise par les Arabes en 642 avec l'épisode célèbre de l'incendie de la bibliothèque. Survint ensuite le schisme de 1054 entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe, puis surtout le sac de Constantinople par les croisés en 1204, qui ramenèrent de nombreux manuscrits en Occident. Cette série d'événements va mettre un terme définitif à l'influence de Constantinople. Cette période byzantine, qui dura presque 1000 ans, est toutefois restée dans les mémoires pour sa magnificence, d'où l'expression « c'est Byzance ». Mais pour ce qui concerne la médecine, cette période va s'avérer en fait bien pauvre en découvertes, se reposant sur les anciens, à l'exemple d'Hippocrate que l'on voit ici sur ce portrait imaginaire peint en 1340 à Constantinople et conservé à la Bibliothèque nationale. Mais comme nous l'avons dit en introduction,
cette période va s'avérer fondamentale pour l'histoire de la médecine, tant le christianisme va modifier les comportements vis-à-vis de la maladie et de la mort. Pour satisfaire les deux notions de charité chrétienne et de salut de l'âme du christianisme, devenue, je vous le rappelle, religion officielle de l'Empire byzantin, on créa en effet des hôpitaux à côté des églises. Nous avons vu que l'Empire romain disposait déjà des valutidenaria, sorte d'hospices qui accueillaient les malades sur le modèle des hôpitaux militaires. Mais ces nouveaux hôpitaux témoignent du rôle que l'Église et le pouvoir tinrent à jouer dans l'art de guérir. Que ce soit l'hôpital d'Édesse en Syrie ou de Césarée en Cappadoce, construit sous l'égide de Basile le Grand, ou celui de Constantinople, fondé par Jean Chrysostome, patriarche en 398. Ces hôpitaux étaient financés par des dons, à l'exemple de ceux de l'impératrice Eudoxie, qui cherchait sans doute, comme le montre cette toile, à se faire pardonner sa vie de luxure que lui reprochait ce même Jean Chrysostome. Les hôpitaux byzantins seront donc toujours attachés à un complexe monastique. On distinguait les hospices ou ptochéons pour les indigents, les xénodokia, lieux d'accueil pour les étrangers, et les nosocomia réservés aux malades, où les médecins prêtres soignaient sans recevoir d'argent. Cette spécialisation n'était toutefois pas toujours très nette, surtout au début, et la différence entre ces proto-hôpitaux et des sanctuaires de guérison dédiés à des saints n'est pas toujours aisée pour les historiens. Ce modèle de proto-hôpital, où il faut bien admettre que les soins étaient rudimentaires, prit en fait véritablement son essor grâce à Justinien dans la seconde moitié du VIe siècle, avec la naissance des premiers personnels soignants, les parabolani, l'équivalent de nos infirmiers, mais également une administration et surtout un corps de médecins plus ou moins spécialisés et surtout qualifiés. De cette époque, on peut dater la léproserie de Zotikos, du nom de son fondateur, ou le Byzance Astanésie, ou hôpital byzantin de Sid, au sud de la Turquie actuelle, et dont on voit ici les ruines. Ces hôpitaux byzantins, accolés au monastère, vont se multiplier, comme ici celui de Kosia, en Roumanie actuelle, dont l'église possède des fresques intérieures remarquables. Ces hôpitaux restaient sous le contrôle des évêques et recevaient un financement public et des dons privés, mais ils étaient exemptés de taxes. Ces hôpitaux seront copiés dans tout l'Orient, servant de modèle aux hôpitaux qui seront fondés dans l'Empire perse par les moines nestoriens, et lorsque des membres de cette communauté deviendront les médecins attitrés des califes de Bagdad, des établissements similaires seront créés dans la capitale de l'islam. Ils seront aussi copiés en Occident. Je vous rappelle que sous Justinien, l'Empire byzantin s'étendait jusqu'en Italie avec Ravenne comme capitale, et participeront donc aussi à l'essor de la médecine médiévale occidentale que nous verrons. Les premiers ordres qui se voueront aux malades, ici des bénédictins, naîtront d'ailleurs à l'ombre des églises. Le pouvoir se déchargeait ainsi complètement sur l'Église de l'assistance publique, et cela allait durer en France jusqu'à la Révolution et même au-delà. Hélas, contrairement à l'islam qui développa une médecine laïque, exemple de référence religieuse, cette christianisation de la médecine allait être le point de départ d'une régression phénoménale dans l'art de guérir, avec le retour de la magie, de l'exorcisme, comme le montre cette fresque de l'église de Mistra, mais aussi de l'irrationnel, bref, d'une médecine archaïque telle que nous l'avons définie dans nos premières vidéos. Pour preuve, le patronage de Côme et Damien, deux frères guérisseurs martyrisés sous Dioclétien en 287, qui avaient réussi à greffer la jambe d'un homme décédé à un malade dont le membre était gangréné, et toute une multitude de saints guérisseurs, bref, une véritable théurgie chrétienne qui renvoyait la pensée médicale de nombreux siècles en arrière et allait s'imposer dans toute l'Europe médiévale. Ceci semble toutefois moins vrai pour le monde byzantin, en vert sur la carte, qu'en Occident, en orange, sans doute grâce à l'influence de la civilisation arabo-musulmane en jaune, où nous verrons que les hôpitaux, mais aussi l'enseignement de la médecine, étaient organisés en dehors de tout cadre religieux. Civilisation arabo-musulmane avec laquelle les échanges étaient en effet nombreux, tant sur le plan commercial que militaire, avec de très nombreux conflits opposant les deux empires, byzantins et arabo-musulmans, mais aussi culturels et scientifiques, notamment bien sûr dans le domaine de la santé. La médecine byzantine va évoluer tout au long de la période précoce et intermédiaire,
mais va véritablement s'organiser comme une science, au sens du mot de l'époque, à la fin du Xe et du XIe siècle. Un moment extrêmement important pour l'évolution de la médecine à Byzance en tant que science fut le IXe siècle, lorsque les médecins se tournèrent vers l'étude et la description analytique de la nature humaine, ainsi que vers les concepts qui se formèrent sur la base de l'anatomie, entraînant de nouvelles méthodes dans la rédaction de manuels médicaux à partir du IXe siècle et au-delà. Nous verrons dans la vidéo suivante le rôle précurseur d'Alexandre de Tralles dans ce mouvement de description anatomique des maladies, de la tête aux extrémités du corps humain. En ce qui concerne la pratique de la médecine byzantine, prenons l'exemple de l'hôpital dépendant du monastère du Christ Pantocrator, fondé au XIIe siècle à Constantinople, qui sera d'ailleurs transformé en mosquée après la conquête ottomane en 1453 et encore visible à Istanbul. Malgré son nom, une médecine laïque y était exercée, sur le même modèle que celle que l'on trouvait à la même époque dans les hôpitaux de Bagdad ou de Cordoue, dont nous reparlerons. Nous connaissons bien l'organisation interne de ce monastère byzantin grâce au typikon, ou règlement, et notamment pour ce qui concerne l'hôpital, l'hospice pour vieillards et la léproserie. L'hôpital du Pantocrator, dont on voit ici le plan, pouvait accueillir 50 malades, répartis en 5 salles. Une salle de 10 lits pour les blessés, une de 8 lits pour les malades des yeux ou des entrailles, une pour les femmes de 12 lits, et 2 salles communes de 10 lits chacune. Chaque salle était chauffée par un poêle, et on comptait aussi une salle d'opération, des bains, et même un dispensaire pour les patients externes. Les malades étaient soignés par des médecins diplômés, aidés par des assistants titulaires et des assistants surnuméraires, qui devaient assurer les gardes de nuit. Parmi le personnel de l'hôpital, on comptait aussi un pharmacien, assisté d'herboriste, un chirurgien hernière et un didascale, professeur chargé de l'enseignement. L'hôpital du Pantocrator disposait aussi de personnel administratif, de prêtres, de cuisiniers, boulangers, blanchisseurs et bien sûr de fossoyeurs, soit 47 ou 48 personnes, presque autant que de malades. Ce règlement nous apprend aussi que le régime alimentaire dans l'établissement était purement végétarien. On ne servait jamais ni viande ni poisson, mais uniquement du pain blanc en grande quantité, des légumes frais ou secs, notamment des fèves, des pois chiches ou des oignons, du fromage, de l'huile et bien sûr du vin comme boisson. Il ne devait y avoir que peu de différence entre cet hôpital et celui de l'Ataberg Nur al-Din du XIIe siècle de Damas, que l'on voit ici, et qui serait le plus ancien conservé du monde islamique. Mais revenons au début de l'époque byzantine. Si, après Rome, Constantinople était devenue la capitale politique de cet empire, elle ne fut néanmoins jamais la capitale scientifique, justement à cause du triomphe de la religion sur la raison qui y régnait. Même si la plupart des premiers pères de l'Église grecque, formés à Nizib, au sud-est de la Turquie actuelle, dans l'école théologique d'Éphrem le Syrien, s'intéressèrent à la médecine quand ils n'étaient pas médecins eux-mêmes. Heureusement, une école persistait à Alexandrie, grande ville romaine et surtout chrétienne au début de l'époque byzantine, et qui était même le siège d'un patriarcat, avec Constantinople, Antioche, Jérusalem et Rome. À côté de sa célèbre bibliothèque, l'école de médecine d'Alexandrie, comprendre bien sûr par le mot école celui de courant de pensée, restait l'une des grandes gloires de la cité, même si elle était en perte de vitesse depuis quelques années déjà. Cette école basait ses connaissances depuis le IVe siècle sur les écrits de Galien, érigés en dogme pour des raisons évoquées dans les vidéos précédentes, et notamment grâce à sa compatibilité avec le monothéisme. On a vu aussi que pour les mêmes raisons, l'aristotélisme allait s'y imposer, remplaçant le néoplatonisme en vogue depuis le IIIe siècle. La conversion au christianisme de la plupart des membres de la communauté scientifique au VIe siècle, adoptant notamment la doctrine monophysiste à la suite du concile de Chalcédoine, et la place que prit le stagirite permit d'ailleurs à Alexandrie et à son école de pensée d'échapper aux mesures qui touchèrent Athènes en 529. On vit dès lors apparaître à Alexandrie une nouvelle sorte de savant, à la fois philosophe, poète, médecin, astrologue et alchimiste, qui sera caractéristique du Moyen-Âge arabe, mais aussi occidental. En médecine, le programme était basé sur le commentaire des anciens. Il portait, dès le début du VIe siècle, sur une sélection de 16 livres de Galien et 4 d'Hippocrate, ensemble qui sera connu plus tard
sous le titre de Summaria Alexandrinorum. Les études de médecine portaient aussi sur d'autres matières, comme la géométrie d'Euclide ou les tables astronomiques de Ptolémée, et bien sûr sur les œuvres de logique d'Aristote. Les élèves traduisaient les ouvrages de ces disciplines étudiées en grec dans leur propre langue, comme le syriaque, ce qui permit leur diffusion notamment auprès des moines nestoriens, chrétiens de langue syriaque, qui avaient des relations étroites avec le monde perse. Ainsi, le Summaria Alexandrinorum, sorte de résumé de l'œuvre de Galien, sera très tôt traduit en syriaque par Sergius, ce qui en assura sa rapide diffusion et en fera le premier ouvrage de médecine traduit en arabe. Seul centre de formation médicale pendant cette période, et donc à l'origine de toute la médecine byzantine, qui sera elle-même à l'origine de la médecine syriaque, puis arabe, l'école d'Alexandrie forma la plupart des médecins dits byzantins, comme Oribase, Aëtius d'Amida, et surtout Alexandre de Tralles en médecine et Paul d'Égine en chirurgie. Ceux-ci ont la réputation de n'avoir été que de vulgaires compilateurs de Galien. Mais qu'en était-il vraiment? La réponse dans la prochaine vidéo d'Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.